intérieur est la clé du bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja au sommet de ce matinal. Le Conseil des ministres autorise la contractualisation pour le contrôle technique de deux projets majeurs du PAG, programme d'action du gouvernement. Après la signature de l'accord de paix entre la RDC, République démocratique du Congo, et le Rwanda, à Washington, les deux pays ne semblent pas être d'accord sur l'ordre d'intervention des opérations. Le Maroc ouvre sa Gaming Expo dans l'objectif d'être leader dans ce secteur en Afrique. Dans la minute sport de ce matin, les jeunes pensionnaires de Misrété, accueillis par Mathurin de Chacus, les Guépards U20, offrent les Guépards U20 affrontent autant pour moi le Togo en match de préparation à Grand Popo. Le Nigeria perd son gardien emblématique. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera les gestes qui sauvent en cas de morsure de chauve-souris. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetoro et l'artiste qui sera peint est Lipabito. C'est un artiste chanteur. Et pour boucler avec Fon Asuba de ce matin, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladja. Bonjour. Bonjour Mouidino. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le Conseil des ministres a donné son feu vert pour la contractualisation avec des cabines expérimentées pour assurer le contrôle technique de deux projets clés du programme d'action du gouvernement. Il s'agit de la construction de l'école de mode et des beaux-arts ainsi que du siège des institutions de régulation. Les ministres conseillers concernés autant pour moi ont été instruits pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour la signature des contrats et le démarrage effectif du contrôle technique. Deux femmes risquent 2 ans de prison pour exercice illégal de la pharmacie et vente de produits abortifs. Une grossiste et une détaillante sont poursuivies pour avoir mis en place un réseau de vente de produits pharmaceutiques illégaux via les réseaux sociaux. Le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de francs CFA pour chacune d'elles. Le délibéré a été fixé au 14 octobre 2025. Le peuple Batonou, riche de ses traditions et de son histoire, célèbre chaque année avec fierté et ferveur l'arrivée d'un nouveau cycle, le Nouvel An Batonou. Bien plus qu'une simple fête calendaire, cet événement symbolise le renouveau, la gratitude aux ancêtres et l'unité communautaire. Aujourd'hui encore, ce patrimoine vivant continue d'émerveiller, de rassembler et de transmettre des valeurs de respect, de solidarité et de continuité culturelle. Le prince Wassangari Suleiman Basside nous parle du Nouvel An Batonou au micro de Elvic Mbetowo et Sylvie Dédéou. Le Donkora lui-même, c'est une célébration traditionnelle ancestrale qui date des siècles et des siècles. Même les religions révélées, les personnes indiquées peuvent vous expliquer que cette fête-là existait bien avant l'arrivée de nos religions révélées. Voilà comment ça se célèbre. C'est le premier mois lunaire en milieu bâton. C'est à partir de ce mois-là, c'est le mois dans lequel nous sommes, qu'on commence par dire premier mois. Et après ça, il y a le Donkonru. Après le Donkonru, il y a le Donkon Uno, qui est un mois, ou le Gani Gobikaso. Le seul mois est appelé doublement. Après ce mois de Donkonru, ce mois lunaire, l'autre croissant qui va apparaître, disons 21 jours après, c'est le Donkon Uno, ou le Gani Gobikaso. Et le troisième mois de l'année, c'est le Gani Suru, le mois pendant lequel on célèbre la Gani. Donc voilà un peu. C'est après le Donkonru déjà qu'on commence par préparer la Gani. C'est-à-dire après le Donkonru, le mois qui suit, c'est un mois pour préparer la Gani. C'est pourquoi on le dit en bâtonneau Gani Gobikaso. C'est-à-dire mobilisation des ressources de la Gani. Voilà ce que ça signifie littéralement. Autrefois, cette fête marquait un moment sacré de transition rythmé par des rites ancestraux strictement codifiés, offrande aux ancêtres, purification communautaire, bénédiction royale et bien d'autres.
Aujourd'hui, la célébration s'est transformée par la mauvaise compréhension des festivaliers. Le prince Wassangari continue avec d'autres explications. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, en réalité, il y a des ajouts. Il y a, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Les gens ne sont pas dans l'esprit des ancêtres. Et nous sommes dans un contexte de réveil culturel où tout le monde veut organiser, même celui qui n'en a pas droit. Si on organise le rituel du Donkoro, par exemple, pour un imam, en quoi ça le concerne? Pour un pasteur, en quoi ça le concerne? Pour un prêtre, en quoi ça le concerne? Lui, dans sa religion, à moins qu'il ait deux religions et qu'il rejoigne cette religion-là après. Ça ne concerne que les personnes qui sont dans les religions endogènes ou bien dans la religion endogène. Par rapport au rituel, bien sûr. Mais par rapport à la fête, mais quand il y a réjouissance, tout le monde peut se réjouir. Il faut compatir aussi. Quand c'est malheureux, il faut compatir avec ton voisin. Quand c'est heureux également, un peu comme ça se passe. Donc, quand il y a des mets copieux qui sont préparés, qui sont cuisinés, vous mangez ensemble. Comme je le disais, je reviens encore pour dire, on peut respecter et ne pas croire. Donc, voilà un peu. Donc, on le fait aujourd'hui. C'est un peu comme si nous étions dans un réveil culturel où chacun veut tirer le drap de son côté. Nous aussi, nous en organisons. Nous aussi, même des villages entre griffes qu'on a vu créer, ou bien qui ne datent même pas d'un demi-siècle, qui se disent que dans l'ancien temps, voilà, et on se demande quel ancien temps, par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc, voilà un peu. Mais il faut dire aussi qu'il y a l'expansion de nos communautés. Autrefois, c'était quelques villages, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plusieurs villages, de multiples villages. Des gens qui étaient dans un village donné sont partis créer un autre village ailleurs, s'installer ailleurs. Ils ont procréé, et ils ne vivent plus, mais leur progéniture est là, qui ne doit pas ou bien qui ne peut pas rejoindre le village de départ, ce qui est d'ailleurs impossible, c'est l'expansion. Donc, reste sur place pour dire, nos grands-parents nous ont dit, voilà comment ça se passait quand il y a ce mois-là ou bien quand il y a cet événement-là. Donc, nous aussi, nous allons perpétuer. Nous allons essayer de faire comme eux, même si on ne réussit pas comme cela se doit. Et le pire, vous voyez, les gens, c'est le jet de feu qui est la célébration, qui est la fête, le rituel. Mais, bizarrement, les gens se jettent le feu. Ils ont transposé les choses, entre griffes, ils ont mal compris les choses. On ne dit pas de jeter le feu contre quelqu'un, donc ce n'est pas un jeu de feu, mais c'est un jet de feu. C'est ça la différence. On ne joue pas avec le feu, mais on jette le feu. C'est ça la démarcation. Vous allez voir des pneus brûlés en ville quand l'événement sera là, par exemple. Vous allez voir, pendant qu'on va pour le rituel, c'est des enfants d'un jeune âge, des enfants qui vont, qui pillaillent entre griffes, alors qu'on va dans une concentration, dans un silence de cimetière, parce qu'on est concentré, on veut aller prier. C'est ça. La prière, c'est la concentration. Donc les enfants, ils vont, et une fois que l'autorité commence par dire cette prière, avant même de finir la prière, c'est que le feu est déjà propagé, et puis bonjour les dégâts. Donc c'est ça qui est malheureux. On essaie quand même de ramener les gens à l'esprit même du Donkoro. C'est pas forcément allumer le village, incendier le village qui est le Donkoro du tout pas, mais c'est le rituel qu'on effectue en quelques minutes seulement. Ça ne dure pas longtemps. Hors de nos frontières, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, publié ce mercredi 2 juillet, relance les accusations contre le Rwanda, évoquant une présence massive de soldats rwandais dans l'est de la RDC entre janvier et mai. Quelques jours après la signature de l'accord de paix qui prévoit la neutralisation de ces combattants hutus rwandais présents dans l'est de la RDC, ainsi que la levée des mesures défensives dans les 3 mois, Kigali et Kinshasa ne semblent pas être d'accord sur l'ordre dans lequel doivent intervenir ces opérations. Et pour finir, ce mercredi 2 juillet, la deuxième édition de la Morocco Gaming Expo s'est ouverte à Rabat. Ce salon dédié aux jeux vidéo et qui se tiendra jusqu'au dimanche 6 juillet est organisé par le ministère de la Culture qui a lancé une stratégie nationale il y a quelques mois pour booster l'industrie du gaming dans le royaume. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de votre attention. Merci à vous Elisabeth Iladia pour l'actualité matinale. Chers internautes, à présent, Elvic Ngbetou pour la Minute Sport. Le sport, c'est avec vous Elvic Ngbetou. Bonjour. Bonjour Moudine Noami. Internautes de Télévision, bonjour. Les jeunes pensionnaires du Centre d'excellence de football de Misérité sont rentrés au Bercail le mercredi 2 juillet 2025. À leur descente,
Ils ont été accueillis par Mathurin Deschacus. Le président de la Fédération béninoise de football était accompagné du membre exécutif de la fédération et du directeur des sports d'élite du ministère des Sports. Le président de la fédération a félicité les jeunes joueurs autant pour moi et n'a pas manqué de remercier le chef de l'État pour son accompagnement. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, s'est rendu ce même mercredi 2 juillet 2025 sur le chantier du Centre d'excellence de football des filles à Lokossa pour constater l'évolution des travaux. Le constat général sur le chantier est qu'il y a une amélioration par rapport à la dernière visite. Malgré cela, un retard est constaté dans le déroulement du planning. Le président a donné des instructions fermes au bureau de contrôle afin que ce suivi rigoureux soit fait par rapport à l'exécution du planning. Pour lui, le chantier ne doit pas connaître de retard et il recommande un renforcement des équipes sur le chantier afin que le travail soit fait de jour comme de nuit. Les choses sérieuses se poursuivent pour les Guépards juniors du Bénin. En pleine préparation pour la Coupe UFOA-B U20 prévue en 2025 au Ghana, les jeunes béninois reçoivent ce vendredi 4 juillet 2025 leurs homologues togolais au stade Omnisport de Grand Popo pour un match amical à huis clos. Cette rencontre constitue le second acte de la double confrontation entre les deux sélections voisines. Après le report du tournoi initialement programmé du 15 au 28 juin dernier, le staff technique béninois a dû revoir son plan de travail. Les entraînements ont repris avec des stages intensifs pour remettre des jeunes joueurs en jambes. Le stage se poursuivra jusqu'au 7 juillet sur le stade de Mathieu Kérékou. D'ici là, les Guépards juniors mettront l'accent sur le renforcement des automatismes et le réalisme offensif. Le football africain est en deuil. Peter Rufai, ancien gardien de l'équipe nationale du Nigeria avec 66 sélections, s'est éteint à l'âge de 61 ans ce jeudi. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1994, il avait participé à 2 Coupes du Monde en 1994 et 1998. Il fut l'un des premiers gardiens de but à évoluer en Europe. Il avait rejoint Lokeren en Belgique en 1987 avant de jouer sous les couleurs de Beveren. Après Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, Farense au Portugal, d'Alicante, du Deportivo La Corogne ou encore de Gilles Vicente de 1999 autant pour moi à 2000. Et pour boucler la minute sport, l'ex-capitaine de l'Olympique lyonnais rejoint Saïdo Bénéram au sein de l'ancien Al Soukor Club, renommé Néon SC en 2023 pour accompagner la construction de la cité linéaire Jelaine en Arabie Saoudite. Les projets du programme étaient en cours. Alessandro Lacassette évoluera à domicile avec ses coéquipiers dans le King Khalid Sport City Stadium de Tabouk. Il s'agit d'une page qui se tourne pour lui, mais aussi pour le club Lyon qui vient d'enterrer la dignité, celui que Lacassette avait dépassé dans le classement local des buteurs Bena Lacombe, un club qui ne sait pas en quelle division il évoluera la saison prochaine. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvig Ngwetao pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dedeo, bonjour. Moïdine Lawane, bonjour. Amis internautes de Eusare Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Un homme en Australie est mort après avoir été mordu par une chauve-souris infectée par le lucivirus, un virus rare mais très dangereux proche de la rage. Ce virus est fatal dans la majorité des cas une fois les symptômes ont déclaré. Fièvre, fatigue, maux de tête puis paralysie, délire, convulsions et décès. L'astuce santé à retenir. En cas de morsure de chauve-souris, voici les gestes qui sauvent. Geste numéro 1. Lavez immédiatement la plaie avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes. Numéro 2. Désinfectez la zone touchée avec un antiseptique antiviral comme la bétadine. Numéro 3. Consultez en urgence un professionnel de santé pour une immunisation, injection d'immunoglobuline et vaccination antirabique rapide. Recommandation. Ne jamais toucher une chauve-souris blessée ou tombée, même si elle semble inoffensive.
Seuls les professionnels formés, vaccinés et protégés doivent les manipuler. Pourquoi c'est important? Même si ce virus est rare, il est mortel sans traitement rapide. Cette astuce peut littéralement sauver une vie en cas d'exposition. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie, pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Umbeto, une fois encore, pour l'artiste du jour. Li Pablito, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour à nouveau, Moudine Lawan. Chers internautes des Air Télévision, bonjour à nouveau. Né le 9 février 2006 à Kandy, Amou, connu sous le nom d'artiste de Li Pablito, est un jeune passionné de la musique en particulier du rap, tradi moderno et du zouk. Dès le coup primaire, il interprétait les chansons de Reschool qu'il admirait profondément. C'est en classe de 4e qu'il commence à écrire ses propres textes, affirmant peu à peu sa plume artistique. Il ne bénéficie pas de soutien familial à ses débuts. Freiné par les moyens, Li Pablito n'arrivait pas à concrétiser ses projets musicaux. En 2025, grâce à quelques rencontres, il enregistre son premier single intitulé « Je veux t'épouser, m'arriver » qui sera bientôt disponible sur les plateformes. En dehors de la musique, il fait aussi de la comédie, en duo avec son ami Serge Savi qui le soutient depuis le début. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Umbeto pour Li Pablito. Chers internautes, à présent, suivons, parlons-en avec nos différents intervenants. Déclarer tous ses revenus à son conjoint, devoir de transparence ou liberté individuelle. C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour à nouveau. Et Elvic Umbeto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Umbeto. Déclarer tous ses revenus à son conjoint. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça dépend de chaque couple, de chaque conjoint. C'est pas forcément une obligation de déclarer ses revenus. Ce n'est pas forcément une obligation de déclarer ses revenus. Alors, Elisabeth Iladia. Moi, je crois que c'est un devoir de transparence. On doit être transparent dans le couple, en fait. C'est un couple, on n'a rien à se cacher. C'est un couple, on n'a rien à se cacher. Alors, si je viens sur le sujet ainsi, déclarer tous ses revenus à son conjoint, pour vous, est-ce que c'est un devoir de transparence ou une liberté individuelle? Comme je l'avais dit, c'est un devoir de transparence. C'est un devoir de transparence, pourquoi? Bon, parce que d'abord, on parle là d'un couple et deux personnes qui ont décidé de passer le restant de leur vie ensemble, en fait. Ou, je ne sais pas quoi. Et il y a encore quoi à cacher à ton conjoint ou ta conjointe alors que vous formez un couple, en fait. Donc là, chacun a le devoir d'être transparent envers l'autre. Chacun a le devoir d'être transparent envers l'autre. Elvic pense que c'est une liberté individuelle de déclarer ou de dévoiler ses revenus à son conjoint. Pourquoi? Je ne pense pas qu'il est écrit quelque part que c'est une obligation de déclarer ses revenus. Ce n'est pas écrit dans ce moment comme on le dit que lorsque l'homme a de l'argent, il doit forcément dire ça à sa femme. Lorsque la femme trouve de l'argent, il doit forcément dire ça à son mari. Non. Donc, chacun a le droit, chacun a la liberté de dire ce qu'il gagne. Tu peux dire la moitié de ce que tu gagnes, tu ne peux pas dire. Ça, c'est ton choix. Donc, ce n'est pas une obligation de déclarer ses revenus à son conjoint, à sa conjointe. Comme Elisabeth a dit qu'on veut rester ensemble pour la vie, ce n'est pas un argument pour dire qu'on doit déclarer ses revenus. Vous connaissez tous les devoirs du couple, c'est ça? Non, je ne l'ai pas dit, mais le couple que je connais, je sais qu'il n'y a pas cela dedans quand même. Parmi les devoirs du couple, il y a la confiance. On est d'accord. Il y a la confiance. Alors partager, pourquoi ne pas dévoiler ou pourquoi ne pas partager ce qu'on gagne avec celui-là qu'on est. C'est vrai qu'il y a la confiance, mais lorsque tu épouses une femme, tu sais la femme que tu as épousée. Lorsque j'ai épousé, par exemple, excusez-moi le terme ce matin, une matérialiste, une femme qui aime l'argent, je sais qu'elle aime l'argent. Et je fais mon possible pour dépenser sur elle. Mais ce n'est pas pour autant je vais lui dire tout ce que je gagne. Peut-être que je fais des économies pour acheter par exemple une parcelle, une voiture, ou autre chose, d'autres biens. Mais lorsque je déclare tous mes biens à ma femme, à ma femme matérialiste, elle ne va jamais m'aider à économiser. Nous sommes dans un monde aujourd'hui
Nous voulons des femmes qui vont nous aider à économiser, des femmes qui vont nous aider à entreprendre, pas des femmes qui vont juste entrer et prendre et repartir, pas des femmes qui vont nous aider à dépenser, non, mais des femmes qui vont contribuer à l'évolution du groupe. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les femmes doivent nous aider à économiser, à grandir. Ce sont des propos de Elvic Umbeto. Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi, je crois que vous dites que si vous êtes en couple avec une femme matérialiste, je crois que d'abord tout le monde est matérialiste, tout le monde aime l'argent. Donc en réalité, on a juste tendance à associer matérialisme avec les femmes. En fait, tout le monde aime l'argent. Et puis et quand on est en couple, c'est pas, il faut pas toujours voir et ce côté-là des choses. Tu peux faire faillite un jour. C'est-à-dire que tu peux prendre peut-être un prêt, par exemple, maintenant le couple, c'est pour le meilleur, le pire. Et tu peux prendre peut-être un prêt, par exemple, maintenant que tu ne dis rien à personne à la maison. Peut-être que tu as même la capacité de t'aider. Mais comme vous deux, vous êtes tellement radés et vous vous dites que moi, je ne vais pas le dire, c'est ce que je gagne, je ne vais pas le dire, c'est ce que j'ai. Et puis l'homme aussi est là. Et puis, en tout cas, chacun cache ses revenus dans son coin. Dès que l'homme a besoin de telle somme, par exemple, et peut-être que ta femme peut même te prêter ça en attendant. Mais comme tu ne lui as rien dit, mais comme tu ne veux pas de tel projet, tu y vas solo, tu vas solo, et puis après tu fais faillite. Le plus c'est que le problème revient au couple en fait, pas seulement à toi. Donc, le mieux en fait, c'est le couple dit entre vous. Maintenant, je ne sais pas trop. Vous m'excusez du terme en fait, et de plus en plus, puisque je vois déjà nu, vous allez encore vous cacher quoi dans le couple en fait. Si vous voyez déjà tout ce que Dieu a créé sur vous, vous voyez déjà comme ça. Vous allez encore vous cacher quoi en fait. Et qui est encore truc là, c'est un devoir en sorte moral en fait. De dire à ta femme, bon, et je gagne ici, mais arrêtez, et je vais prendre 20% pour faire ci ou ça. C'est pas un problème en fait, c'est toi qui gagne ton truc. Et puis tu as envie de prendre un pourcentage pour réaliser un projet. Elle te soutient, au contraire. Pas forcément quelqu'un te dira que tu connais l'argent que tu veux prendre pour prendre un partenaire, pour aller en vacances à ci ou ça. Non, en réalité, le couple, c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc le mieux à faire, c'est d'avoir au moins ce devoir moral là en nous en fait, et de tout partager dans le couple. C'est d'avoir ce devoir moral et de tout partager dans le couple. Ce que Elisabeth ne sait pas, c'est que la vie en copinage, la vie en petite amie, c'est différent. Mais la vie en couple, c'est différent. Et celle qu'on mène lorsqu'on est marié, lorsqu'on est sur le même toit. Petite amie, lorsqu'on est avec son copain, une copine, ça c'est différent. Lorsqu'on est marié, on est dans le couple, ça c'est encore autre chose. Lorsqu'on est dans le couple, on approfondit plus les choses. C'est pas parce que c'est venu qu'on va tout se dire. Non. Je l'avais dit, c'est vrai, vous avez raison, tout le monde est matérialiste, mais il y en a qui dépassent les bonnes. Il y en a qui ont cet amour exagéré de l'argent et leur souci c'est toujours dépenser. Ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette mentalité de comment faire pour économiser de l'argent. Donc lorsque tu tombes sur des personnes... L'argent de mon mari, c'est mon argent, donc je dois dépenser. Mais ce qui énerve encore en beaucoup, c'est que leur argent, c'est pas l'argent de leur mari. Elle ne veut pas faire sortir de l'argent, mais de leur côté, elles attendent toujours à ce que leur mari fasse sortir de l'argent. Naturellement, je dis que ce n'est pas une obligation de déclarer tous ses revenus. Tous ses revenus, j'ai dit, je peux gagner par exemple 100 000, tu vas dire à ta femme, c'est 160 que je gagne. Ça, c'est ton choix. Et moi, je trouve raison à ces personnes parce qu'ils savent qu'ils vont le réaliser. C'est mieux de payer une personne et de dire après à ta femme que tu sais, j'ai payé une personne pour lui. Là, c'est mieux. Mais dis à ta femme, je veux payer une personne et je veux commencer par économiser de l'argent. Là encore, ça c'est autre chose. Elle va t'aider à dépenser de l'argent pour lui. Et en fait, est-ce que vous savez que la confiance, c'est l'une des bases d'un couple en fait. Et puis quand on parle d'un couple, c'est pas forcément ce que vous êtes en train de penser là. En réalité, si vous ne faites pas confiance à votre copine, pourquoi l'épouser? Si vous ne faites pas confiance, au moins à 90% en fait. Si vous savez que bon, c'est par exemple ne pas m'aider à économiser, à réaliser mes projets, pourquoi être en couple avec la personne en fait? Imaginez un instant par exemple maintenant que vous gagnez peut-être votre argent, que vous n'aimez pas partager ce que vous gagnez avec votre femme. Et puis elle aussi, elle est dans son cœur, elle ne partage rien avec vous. Elle a une parcelle par exemple construite dedans. Et que vous, comme vous n'avez pas encore construit, vous louez cette maison en fait. Et vous payez chaque mois sans connaître la propriétaire. Et si vous découvrez un jour que c'est votre femme qui est la propriétaire, comment vous allez réagir? Vous allez vous dire que bon, il n'y a pas de confiance dans le couple en fait. C'est vous qui avez d'abord instauré cette base en fait. Pour dire que chacun gère ses finances à sa manière, alors qu'en réalité c'est un couple en fait. Vous devez presque tout, vous devez partager presque tout, vos peines et vos joies, et même les finances en fait.
on ne dit pas trop. Et s'il n'y a pas de confiance dans un couple, tu vois que là, on ne peut même pas parler d'un couple en fait. Je ne dis pas que chacun va mettre son argent de côté. Non, les deux contribuent, les deux amènent de l'argent sur la table. Mais ce n'est pas une obligation de déclarer ses revenus. Si, d'accord. Allez-y. Elisabeth a dit tout à l'heure que le couple c'est une affaire de confiance. Non, moi je pense pas que le couple c'est une affaire de confiance. Le couple marié c'est une affaire d'amour. C'est pas parce que j'ai confiance en vous qu'on va se marier, non. Mais c'est parce que je vous aime. C'est parce que mais si je vous aime, mais puis si c'est pas dans si prenons un exemple, c'est pas dans maintenant. Et puis si je t'aime pas dans mais que je ne peux pas confier. Dès que tu es quelqu'un de malhonnête, mais de toute façon moi je t'aime, je ne peux t'aimer jamais. C'est parce qu'il n'y a pas la confiance là. Je peux même, peut-être que j'aurai un petit 5 millions à côté par exemple maintenant et que toi tu vas me tuer dans mon sommeil parce qu'en réalité tu aimes l'argent. Mais c'est vrai parce que je t'aime que je vais te faire confiance aveuglement. La confiance se gagne dans le couple en fait. Et si vous avez confiance en vous-même, je crois que l'amour, ça vient même en second plan en fait. On n'est pas dans le semaine que je vous tue dans votre sommeil. D'accord, Elvic Umbetao, mais il y a de ces personnes-là qui contribuent, qui dévoilent leur salaire à leur conjointe ou à leur conjoint, mais malgré ça, ils n'ont pas de soucis, ça se gère très bien. Le management, on dit parfois que la femme gère même mieux l'argent que celui-là qui a gagné, donc l'homme. Je pense que vous n'avez pas à mentir, mais ce n'est pas dans tous les cas. C'est très rare. On ne tombe pas sur ces personnes sur des coups comme ça. Trouver ces personnes, ça j'ai une question de curiosité. Qu'est-ce qui vous fait peur de vouloir dévoiler votre salaire, de vouloir dire à celui-là avec qui vous êtes que tout ce que je gagne, c'est ça. Voilà tout ce que je gagne. C'est quoi la peur? La nouvelle génération. La peur en un seul mot. De l'ancienne génération. Excusez-moi, c'est la nouvelle génération qui nous aide. Si on était encore dans cette génération de nos parents, je pense que je ne vais pas avoir peur. Je vais compter sur ma femme, je vais lui dire ça. Mais la nouvelle génération d'aujourd'hui, la majorité des jeunes filles, à cause de l'amitié, à cause des compagnies, elles se sont forgées une mentalité où elles se disent que je vais le dire, excusez-moi, je vais lui manger ça. Je vais lui manger ça. Et c'est ça leur souci. Vous voulez pas qu'on vous mange ça? Non, et c'est ça qui fait mal. Quand même on est en couple là, elles se disent que je vais lui manger ça. On est déjà en couple, soyons francs. On veut réaliser, on veut avoir des enfants. Mais si on n'a pas d'argent, on ne peut pas réaliser sur nos enfants, on ne peut pas dépenser sur nos enfants. Donc soyons réalistes. Et je ne sais pas, je dis que la génération, en tout cas de nos parents, et autant de nos parents, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de ces cas-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les médias n'étaient pas très bien en fait, développés en fait. Donc en réalité, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe peut-être dans l'autre village en fait. Mais Elisabeth, autant de nos parents, j'ai l'impression que tout ce qu'on dépense sur une fille, ça se compte. Hein. Si vous amenez je ne sais pas, si vous amenez des sacs d'igname, bon, d'abord, on ne donne pas ça à la fille en même temps. On donne ça à la famille. On donne, je ne sais pas, des boîtes d'huile à la famille. On donne des bidons d'huile. On donne, voilà, tout est écrit. On dit que cette personne, voilà. En réalité, quand tu donnes ces sacs de manière igname et maïs, et tu donnes ça, c'est pas parce que tu donnes ça aux parents de la fille qu'ils vont forcément te donner leur fille. Si un autre vient, si un autre vient qui a encore plus de sacs d'igname que toi, on donne la fille à celui qui a encore plus. Donc vous voyez que c'est d'après ce que vous il n'y a pas de truc là, il n'y a pas une génération meilleure qu'une autre génération en réalité. C'est parce qu'on est au courant de rien. Et puis si vous dites que, prenons l'exemple par exemple, si peut-être il y a un homme qui gagne moins que sa femme, peut-être que ta femme gagne le double de son salaire, et que toi tu décides de donner rien, tu seras là à payer les factures, à gérer la maison, à faire ça, alors qu'en réalité ta femme a plus que toi en fait. Donc le mieux en réalité c'est d'être transparent, comme ça ta femme sait au moins que bon, quand tu ne gagnes pas assez, donc elle a le devoir de te venir en aide en fait. Et puis tu es humble, vous avez confiance en vous, il y a la confiance dans le groupe, et puis ainsi va la vie en fait. Mais si vous décidez de ne pas être transparent pour que les finances m'appartiennent par exemple, ça regarde pas ma femme parce que bon, tu penses que bon, elle est matérialiste ou ci ou ça. Je crois que ça ne va faire que vous engager dans le couple en fait. Parce qu'en réalité, il y a toujours des retombées à chaque chose. Il y a toujours des retombées à chaque chose. Déclarer tous ses revenus à son conjoint
devoir de transparence aux libertés individuelles. Je rappelle, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Merci Elvic Umbetowo pour les argumentations. Merci à vous également. Elisabeth Iladia d'avoir pris part ce panel. Chers internautes, nous voici à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et bon début de week-end à tous.